Bonjour tout le monde. J'avais présenté dans la dernière vidéo le test statistique sur la pente. Je continue maintenant avec un nouveau test, et cette fois-ci sur le paramètre β0 qui est l'ordonnée à l'origine. Puisque notre modèle linéaire s'écrit comme étant yi est égal β0 plus β1 fois x, i plus le terme aléatoire. J'ai déjà présenté le test sur β1 et maintenant je présente le test sur β0. Donc toujours les tests sont définis sur les paramètres du modèle et non pas sur les estimateurs calculés. Test, deuxième cas de figure, le test sur β0. Je vais maintenant définir les tests de la même manière que précédemment. Je prendrai un test bilatéral, donc le test bilatéral sur β0. Il est défini par H0, considéré comme l'hypothèse nulle. On dit l'hypothèse nulle parce qu'il consiste à poser comme paramètre égal 0. Donc, puisque le paramètre est égal à 0, on l'appelle hypothèse nulle. Je vais la tester contre H1 qui est défini par β0 est différent de 0. Donc, voici le test bilatéral sur le paramètre β0. Quelle est maintenant la lecture, la signification de ces deux hypothèses? Si j'accepte H0, c'est après avoir effectué le test. Si j'accepte H0, ça veut dire que j'accepte la nullité du coefficient ou de l'ordonnée à l'origine. Donc, j'accepte la nullité de l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que mon modèle de départ ne doit pas être spécifié avec la constante. Elle serait un modèle sans constante. Donc, la spécification du modèle serait yi est égal β1 fois xi plus le terme aléatoire u. Voici la spécification du modèle si on acceptait H0. Le rejet de H0 signifie que H1 est vrai. Donc mon modèle de départ contient une constante. Autrement dit, j'avais bien spécifié mon modèle de départ. Donc ce test est un test de spécification du modèle. Donc ce test est un test de spécification du modèle, en particulier sa spécification avec ou sans constante. La procédure du test. Comment maintenant pouvons-nous effectuer ce test? La procédure est la même que le test sur β1. Le point de départ, c'est de centrer et de réduire l'estimateur de β0, qui est normalement bêta chapeau 0, donc c'est l'estimateur de β0. Je le centre, je retranche sa moyenne. Centrer une variable revient à dire de retrancher sa moyenne. De la réduire signifie de la diviser, après avoir centré, de diviser sur l'écart type. Donc une variable centrée réduite, c'est une variable qui est obtenue après avoir retranché sa moyenne et de la diviser sur son écart type. C'est une variable centrée réduite. On fait la même chose pour les estimateurs. Je centre et je réduis l'estimateur. Je remplace l'espérance mathématique de bêta chapeau 0 par son expression. C'est égal bêta chapeau 0 moins. En moyenne, l'estimateur bêta chapeau 0 converge vers le vrai paramètre. Le vrai paramètre, c'est β0, puisque déjà, c'est un estimateur sans biais, linéaire et à variance minimale. Donc, il est égal à β0. Je divise par l'écart type de bêta chapeau 0. Ce rapport converge vers un T de student. Pourquoi un T de student? Parce qu'il s'agit d'un rapport entre une loi normale et une loi de Q2. Cette quantité, après transformation, converge vers un Q2 et β0 est distribué suivant la loi normale. Le rapport normal sur Q2, c'est un T de student. Et le T de student est défini à partir du degré de liberté de quantité Q2, qui est n-2.
Voilà. Maintenant, je vais, comme deuxième étape, calculer le T de student, mais sur mes données, ou sur les données de l'échantillon. Donc, le T sur H0, lorsque H0 est vrai, le T de student devient bêta chapeau 0, je retranche la valeur sur la condition de H0, j'obtiens 0. Donc bêta chapeau 0 moins 0, divisé par son négatif. Bêta chapeau 0. Facilement, on peut calculer ce rapport sur les données de l'échantillon. Et ceci n'est rien d'autre que bêta chapeau 0 sur l'écart-type de bêta chapeau 0 est égal à un T de student calculé sur les données. Donc ça, c'est un T calculé sur les données. Donc maintenant, pour prendre la décision d'accepter H0 ou de la rejeter, je compare tout simplement mon T calculé avec le T théorique, tabulé par student. Cette comparaison, la voici. Je prendrai la courbe T de student. C'est une courbe qui est moins aplatie que la courbe normale de la place Gauss. Elle est centrée sur 0. Je vais maintenant prendre un T qui est défini à n-2 degrés de liberté. Prendre maintenant un niveau de signification alpha. La probabilité que mon T soit entre moins T alpha sur 2, donc moins T alpha sur 2 et T alpha sur 2, la probabilité qu'un T se trouve ici est égale à 1 moins alpha. La probabilité qu'un T quelconque se trouve entre moins T alpha sur 2 et T alpha sur 2, c'est égal à 1 moins alpha. Donc c'est le niveau de confiance que j'ai. Et à ce moment, la zone 1 moins alpha constitue la zone d'acceptation de H0. Au niveau des extrémités, le reste de la surface, c'est alpha. Puisque la courbe est symétrique, cette surface est égale à alpha sur 2, et cette surface est égale à alpha sur 2. Lorsque j'accepte H0, le niveau de confiance que j'ai dans ma décision, c'est 1 moins alpha. Et nous avons dit que dans l'intervalle de confiance, la probabilité que le vrai paramètre se trouve encadré par T fois l'écart type de l'estimateur, c'est égal à 1 moins alpha. Donc c'est la confiance que j'ai dans ma décision d'accepter H0. Donc il constitue la zone d'acceptation. La zone de rejet ou la zone critique, elle est constituée par ces deux surfaces, alpha sur 2 et alpha sur 2. Donc ça c'est la zone de rejet de l'hypothèse H0. La zone de rejet de l'hypothèse H0. Donc c'est l'erreur commise au niveau de la prise de décision, le fait d'accepter H0. Lorsqu'on accepte H0, on n'a pas toujours la certitude 100%, on l'accepte avec un niveau de confiance 1 moins alpha. Le reste de la décision, ça veut dire que je vais l'accepter sachant qu'il est vrai, cette probabilité est égale à alpha. Et donc, j'ai ici la zone de rejet de H0. C'est une erreur au niveau de la prise de décision sur H0. Cette erreur est appelée erreur de type 1. L'erreur de type 1. L'erreur de type 1, qui est ici alpha sur 2, c'est alpha. L'erreur de type 1, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle sachant qu'il est vrai. C'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle sachant qu'il est vrai. C'est une erreur de décision. Cette erreur de décision, sa probabilité, c'est alpha. Et lorsque j'accepte H0, je l'accepte
sachant qu'il est vrai, avec un niveau de confiance 1 moins alpha. D'où cette zone, c'est la zone d'acceptation de H0, et les deux zones au niveau des extrémités sont les zones de rejet de H0. Et donc, pour prendre la décision, je vais comparer mon T calculé, je place ici mon T calculé, le T que j'ai obtenu sur les données de l'échantillon, je le place ici et je le compare avec un T qui est défini à une probabilité alpha sur 2, alpha sur 2. Donc, la première des choses, c'est que je vais définir alpha, le seuil de signification. Donc, soit alpha, le seuil de signification théorique, et je le choisis comme étant 1% ou bien 5% ou 10%. Si je prendrais le seuil de signification théorique comme étant 5% de surface, j'aurai ici 2,5 et ici 2,5. La somme, c'est 5. Quelle est maintenant la valeur de T théorique qui va laisser des deux côtés 2,5% de surface? Quelle est cette valeur de T? Sur la table statistique, on peut lire directement les valeurs de T qui sont définies à alpha sur 2. Donc je vais définir à partir de la table statistique de Student le T théorique défini à une probabilité alpha sur 2 et aussi un degré de liberté N-2. Et je vais lire facilement le T théorique qui laisse au niveau des extrémités une surface de alpha. Donc je précise au départ la valeur de alpha, soit 1% ou 5% ou 10%, et puis après je calcule le T théorique, le calcul de T de student tabulé, donc c'est le T tabulé par la table ou sur la table de student, défini à N-2 degrés de liberté et un seuil de signification alpha. Donc, puisque la courbe est symétrique, je prendrai alpha sur 2. Donc, je le calcule ou je le déduis à partir de la table statistique. Je trouve cette valeur, je la place ici. Je la place sur la courbe. Voici maintenant le T qui est défini à alpha sur 2 et T défini à alpha sur 2. Avec un degré de liberté N-2. Donc ces valeurs théoriques sont déduites de la table. Je laisse au niveau des extrémités le seuil de signification alpha, donc une surface de alpha. Puisque la courbe est symétrique, j'aurai ici alpha sur 2 et alpha sur 2. Et je place maintenant mon T calculé sur H0. Je place mon T calculé sur H0. Si mon T calculé sur H0 se trouve ici, se trouve à l'intérieur entre moins T alpha sur 2 et T alpha sur 2, je dis que H0 est une hypothèse à accepter. Donc la règle, si le T calculé en valeur absolue, donc calculé sur l'échantillon, est supérieur à T lu sur la table, ça veut dire que mon T se trouve au-delà de cet intervalle, se trouve ici, je rejette H0. Donc je rejette H0. Rejet de H0. Au contraire, si maintenant mon T calculé se trouve entre mon T alpha sur 2 et T alpha sur 2 se trouve ici, le niveau de confiance que j'ai c'est 1 moins alpha, donc c'est la confiance que j'ai dans mon hypothèse H0, dans ma décision d'accepter H0. Donc c'est la confiance que j'ai dans l'acceptation de H0. En conséquence, je vais accepter H0. Donc deuxième tranche des résultats, si la suite, si mon T calculé en valeur absolue elle est inférieure à T lu sur la table, ça veut dire que je me trouve au niveau des extrémités, lu sur la table statistique, je vais accepter H0. Le fait d'accepter H0 au seuil de signification alpha,
veut dire que mon modèle initial doit être spécifié sans constante. Et si je rejette H0, ça veut dire que ma spécification de départ est correcte. Voilà donc comment on prend la décision d'accepter ou de rejeter une hypothèse nulle relative au coefficient du modèle linéaire simple. Alors maintenant, pour effectuer des exercices sur le modèle de régression linéaire simple, niveau S6, donc des débutants pour les apprenants pour la première fois de la modélisation par une équation linéaire, voilà ce qu'il fallait retenir. Alors je vais vous présenter maintenant une synthèse sur le modèle linéaire simple. Je commence d'abord par la première étape qui est la spécification du modèle. Donc maintenant je vous présente un résumé. Première étape, c'est la spécification du modèle. Linéaire simple. On suppose maintenant que la relation est linéaire entre les variables et on pratique pour dire est-ce que mes deux variables sont modélisables par une équation linéaire ou n'est pas modélisable par une équation linéaire. Je dois tracer un nuage de points et si le nuage de points est allongé, les points du nuage forment une ellipse. Ça veut dire que je peux ajuster mes données par une équation linéaire, par un modèle linéaire. Donc il se peut qu'il existe éventuellement une relation linéaire entre les variables. Sinon, il est difficile d'ajuster le nuage de points par une droite linéaire. Donc, premier point, au niveau de la modélisation par un modèle linéaire simple, c'est de spécifier le modèle, puisqu'on suppose que la relation est linéaire. Alors, le modèle au niveau de la population s'écrit comme étant YI est égal bêta 0 plus bêta 1 fois XI plus le terme aléatoire UI. Voilà. Que signifie cette écriture? Cette écriture signifie que x est considéré comme une variable certaine, ce n'est pas une variable exogène dans ce cas-là, c'est une variable certaine qui peut influencer y. Le fait de dire qu'il influence y, ça veut dire que la variable y change d'un individu à l'autre. Et je peux maintenant résumer ou calculer sa variation d'un individu à l'autre par rapport à une référence qui est la moyenne. Donc je calcule l'écart de chaque observation YI par rapport à sa moyenne au carré et je fais la somme de I est égal à 1 jusqu'à n. Donc je calcule le carré des écarts à la moyenne et ceci s'appelle la variabilité totale de Y. Donc tout changement au niveau de Y sera saisi à partir de ce calcul. Si je trouve que la somme des carrés des écarts à la moyenne est égale à 0, ça veut dire que la variable y est fixe, n'évolue pas, ne change pas d'un individu à l'autre. Donc on n'a pas besoin de modéliser. Plus cette quantité est élevée, plus il y a des écarts au niveau des individus vis-à-vis de la variable y. Donc je peux modéliser le changement d'un individu à l'autre. Donc je peux modéliser y. Donc le x est considéré comme facteur responsable de ce changement au niveau de y d'un individu à l'autre au niveau de la population. Et la vérification s'effectue sur un échantillon. Donc x explique y signifie que tout changement au niveau de la variable économique y peut entraîner un changement au niveau de la variable y. Mais ce changement est mesuré comme ça, est mesuré par cette formule qui s'appelle la variabilité totale de y. Donc, ce modèle tend à vérifier est-ce que x est un facteur explicatif de y, mais puisque x n'est pas le seul facteur qui peut expliquer y, en conséquence, la relation n'est pas déterministe entre les deux, la relation est aléatoire, stochastique. On est obligé d'introduire
un facteur de correction, un terme de correction. Le terme de correction est appelé le terme aléatoire et noté U indice I. Noté U indice I. Le U indice I regroupe l'ensemble des variables ou des facteurs susceptibles d'expliquer Y, mais ils ne sont pas retenus par le modèle. Ils ne sont pas retenus, ils sont inconnus. Ils sont inconnus. Donc ils sont regroupés dans un seul terme aléatoire U. Le terme aléatoire, sa présence ici, montre bien que la relation entre la variable Y et la variable X est stochastique. Si la relation n'est pas stochastique, on n'a pas besoin de modéliser. Donc la modélisation ne peut être justifiée que par l'existence d'une relation stochastique entre la variable Y et la variable X. La variable Y est dite endogène, à expliquer, et la variable X est dite indépendante ou exogène. Elle cherche à expliquer, à travers laquelle on cherche à expliquer Y. Donc ça, c'est la signification du modèle du départ. Pour vérifier est-ce que vraiment X est un facteur explicatif de Y ou non, on devrait effectuer un certain nombre d'étapes, un certain nombre de calculs. Ce calcul commence par le choix d'un échantillon aléatoire. Donc l'étape 2 consiste à choisir un échantillon aléatoire. Échantillon aléatoire. Cet échantillon aléatoire doit être issu de la même population et il y a une démarche de son choix, voir le fascicule. Une fois l'échantillon est choisi de façon aléatoire, je peux appliquer les règles d'inférence statistique. Donc je peux appliquer les règles d'inférence statistique. Et si j'ouvre une parenthèse, lorsque l'échantillon n'est pas aléatoire, les règles de l'inférence ne s'appliquent pas. Tous les résultats obtenus sur l'échantillon ne reflètent que l'échantillon lui-même. Mais dans le cas où l'échantillon est prélevé de façon aléatoire, comme le cas du modèle linéaire simple, on peut effectuer l'inférence statistique. Ça veut dire d'extrapoler les résultats de l'échantillon à ceux de la population. Bien. En choisissant un échantillon, je vais effectuer un calcul des estimateurs. Donc l'étape 3, c'est le calcul des estimateurs des paramètres du modèle. Quels sont les paramètres? Les paramètres sont bêta 0 et bêta 1. Donc, quelle est la formule maintenant? La formule qui va estimer bêta 0. C'est bêta chapeau 0. Bêta chapeau 0, c'est égal à y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar. Donc, je calcule la moyenne de y, je calcule la moyenne de x, et je fais le calcul, je trouve la valeur de bêta chapeau 0. De même, je calcule la valeur de bêta chapeau 1. C'est égal à la covariance entre x et y sur la variance de x, Tout calcul fait donne les valeurs des estimateurs. Par la suite, je calcule la variance des estimateurs. L'étape suivante, 4, c'est le calcul des variances. Variance des estimateurs. Plus que la variance est faible, plus il y a la convergence du vrai paramètre, du paramètre estimé vers le vrai paramètre. Le calcul des variances, je commence par la variance de bêta chapeau 1. La variance de bêta chapeau 1, c'est égal à sigma carré U sur la somme de xi moins x bar au carré. Donc je calcule la variabilité de x. J'estime maintenant sigma carré U, la variance du terme aléatoire. Elle est estimée par sigma chapeau carré U sur la somme de xi moins x bar au carré. Alors, quel est maintenant l'estimateur sans biais de la variance du terme aléatoire? L'estimateur sans biais, sigma chapeau carré U, c'est égal à la somme des résidus au carré sur n moins 2. Je calcule ceci, je remplace et je fais le calcul et j'obtiens la variance de bêta chapeau 1.
cette variance doit être faible. Je calcule ensuite la variance de bêta chapeau 0. La variance de bêta chapeau 0, c'est égal à sigma carré u fois la somme de grand xi au carré sur n fois la variabilité de x, xi moins x bar au carré. Puisque sigma carré u, la variance du terme aléatoire, est inconnue, je l'estime par la même formule, je remplace et j'obtiens la variance de bêta chapeau 0. Par la suite, je passerai au calcul des intervalles de confiance pour un niveau de signification alpha. L'intervalle de confiance pour les deux paramètres s'obtient par 1 moins alpha est égal bêta chapeau 1 moins t fois l'écart type de bêta chapeau 1 et le t défini à alpha sur 2, bêta chapeau 1 fois l'écart type fois t alpha sur 2 fois l'écart type de bêta chapeau 1. Donc cet intervalle encadre le vrai paramètre bêta 1 avec un niveau de confiance 1 moins alpha. Il faut spécifier maintenant ici alpha, soit 1%, soit 5%, soit 10%. En calculant maintenant l'intervalle de confiance pour l'autre paramètre, c'est bêta 0, de la même manière, et j'obtiens la même structure, bêta chapeau 0 moins t alpha sur 2 fois l'écart type de bêta chapeau 0, et puis la bande supérieure, bêta chapeau 0 fois t alpha sur 2, l'écart type de bêta chapeau 0. Et j'obtiens toutes les valeurs possibles qui peuvent encadrer l'ordonnée à l'origine avec un niveau de confiance 1 moins alpha. Connaissant alpha, on peut calculer ces deux intervalles de confiance. Il reste la dernière étape, c'est l'inférence ou les tests statistiques. L'étape numéro 5, c'est d'effectuer les tests d'hypothèses statistiques sur bêta 1 et bêta 0, en appliquant la même démarche que j'avais présentée dans ce cours. Et merci.